Alors, tout au long, avant de commencer de me présenter, n'ayez pas peur pour ma voix, elle va revenir. Je suis mime et je suis impressionné pour autant de monde. Si vous êtes déjà 2, c'est beaucoup. Si on a 3, c'est vraiment beaucoup. Et il y en a plus ici. Je remercie beaucoup Raph Parsi d'avoir pensé à moi et merci d'être venu et aussi merci à Ortora de pouvoir parler. Je voulais savoir si le titre, vous savez quel est le titre de ce cours, je ne sais pas si on peut appeler ça un cours, est-ce que vous savez de quoi je devrais parler? Ou vous êtes dit... C'est ça, tu les as collés. D'accord, c'est d'accord. Ça veut dire je vais proposer de parler sur un titre qui dit que atteindre l'excellence, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Est-ce que devenir quelqu'un, un crack, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut atteindre ou c'est que certains, donner à certains d'être génial? Voilà, c'est le titre. Donc, si vous connaissez le titre, ou peut-être ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, peut-être ça vous a donné des idées, et peut-être vous attendiez quelque chose, justement, qui va sortir pour voilà, que peut-être vous attendiez quelque chose. Parce que mon but ce soir, c'est vraiment de ne pas que parler, mais que vous puissiez emporter quelque chose utile et tout de suite consommable. Alors je me présente, je suis mime, j'ai fait l'école du célèbre mime Marcel Marceau, et il y a longtemps, et donc ma spécialité c'est le mime, c'est pas du tout parler. Et j'ai travaillé aussi pour la télé, pour les pubs, pour le cinéma, pas beaucoup, parce que très tôt, je suis devenu Jean Shabbat, et voilà, quand on ne travaille pas Shabbat, et ben, il y a beaucoup de choses qui partent. Mais je ne regrette pas du tout, parce que j'ai appris autre chose, et un autre monde. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait un hommage à Marcel Marceau, parce que c'était le Yom HaShoah, et un film est sorti sur sa vie de résistance. Je ne sais pas si vous connaissez pas Marceau. Et c'était un grand monsieur qui était dans la résistance, qui était en face de Klaus Barbie et qui a sauvé des centaines, voire milliers d'enfants juifs. Et c'est très fort parce qu'il est mort Yom Kippour en 2007 et enterré la veille de Sukkot. Ce que j'avais dit, c'est que Sukkot, au Beth Amikdash à l'époque, on a porté 70 korbanot, sacrifices, pour tous les peuples du monde. Alors, le rabbin Sidrat, qui était présent, il disait il ne pouvait pas y avoir un siman, un signe aussi fort que justement Marcel Marceau, qui avait le langage universel du mime, et qui était mondialement connu, qui est enterré juste la veille de ce moment de Sukkot. On a porté les 70 offrandes pour les 70 peuples. Et je rajoutais qu'il est mort le Yom Kippour. Ça veut dire que Hachem, Dieu, lui a pardonné pour tout, puisque juste la veille, la semaine dernière, on disait dans la paracha que le Kohen Gadol doit d'abord se pardonner à lui, et après il pardonnera au peuple. Je trouvais que c'était très beau, ce rapprochement, et c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais voilà, pour introduire un petit peu. Et pourquoi aussi je veux que vous apportez quelque chose. Il y a quelques années, j'ai fait une masterclass pour connaître comment on écrit un film, comment on écrit une BD, comment on écrit un récit. Et c'est extraordinaire, c'était à Paris, avec de grandes personnalités du film, Steve Kaplan, ce qui m'intéressait lui, parce qu'il écrit sur le comique,
C'est-à-dire tous les, comment on appelle ça, les séries comiques, Friends et tout ça, c'est lui qui apprend comment il faut créer les discours, etc. Et l'autre, il s'appelait Christopher Vogler, qui est actuellement le numéro 1 du récit. C'est-à-dire c'est lui qui enseigne, qui a aujourd'hui c'était le numéro 1 pour enseigner comment écrire un film, comment on écrit un scénario. Et c'est extraordinaire, c'est la psychologie pure. Je me suis intéressé à un moment de ça, c'est la dramaturgie du film. C'est extraordinaire, ça veut dire ce qu'on apprend, c'est la psychologie. Et comment prendre le spectateur et on l'amène dans un autre monde. Et ce Christopher Vogler disait quelque chose de très beau, c'est qu'il dit qu'à Hollywood, c'est-à-dire notre métier, c'est de distraire. Donc tous les films, les écrits, c'est pour distraire. Mais on sait qu'il faut donner quelque chose en échange au public qui vient donner 60-90 minutes de son temps. Donc on ne peut pas simplement le distraire, il faut lui donner quelque chose, un moussard, un enseignement qui puisse le construire dans sa vie. Et c'est un petit peu, voilà, c'est pour ça que je l'ai cité, c'est ça aussi, c'est un cours certes, mais voilà, c'est dans cet esprit que je voulais vraiment que vous puissiez emporter quelque chose qui puisse vous servir. Je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, mais ou bien tant mieux, donc peut-être ça va vous donner des idées, des bonnes idées pour après. Ce que je vais parler ce soir, c'est, je voulais dire aussi quelque chose, il n'y a pas un portable qui sonne, mais je vous demande, comment on dit, incessant, je vous demande vraiment de laisser votre portable éteint par respect pour ceux qui veulent dormir. Voilà. Parce que, alors, pourquoi? Parce que c'est vrai, écouter des cours, c'est difficile. Il faut écouter. C'est difficile à force. Et donc, je suis un petit peu, je ne vais pas dire qu'il faut pas faire les cours, mais on écoute tout le temps. Et mon propos ce soir, c'est peut-être un petit peu de moins écouter et de plus prendre, comment je l'ai dit, de plus se mettre en route soi-même pour aller chercher l'information. Ce n'est pas simplement se laisser abreuver par beaucoup d'informations, c'est d'ailleurs actuellement c'est le monde dans lequel on vit, mais d'être suffisamment grand ou suffisamment d'aller chercher l'information. Et c'est un petit peu le propos de ce soir. C'est quelque chose qui, il y a 6 ans environ, c'est des choses qui c'est un sujet qui me poursuit depuis 6 ans. J'ai commencé à lire une centaine de livres, à m'informer sur Internet sur sur ce sujet-là, et j'ai lu en allemand, en français, en anglais, en hébreu, en yiddish. Je me la pète un peu. Mais voilà, mais c'est vrai. Et je le dis parce qu'en France, je me suis rendu compte que les Français parlent que le français. Et je suis suisse, et en Suisse, forcément, on parle au moins 2 langues. Et c'est un kiff de pouvoir écouter en allemand, en anglais, en hébreu, yiddish, et de pouvoir comprendre. Et j'ai vu qu'il y a des informations qu'on n'entend pas en France, ou qu'on entend en France, mais ça commence. J'ai entendu des choses extraordinaires en Allemagne, en anglais, c'est évident en anglais, et voilà. Donc voilà, c'est un petit peu pour rentrer dedans, apprenez des langues. Voilà, les langues, c'est tellement important, et on peut apprendre des langues en 3 mois. Aujourd'hui, avec Assimil, je connais Assimil, c'est vraiment bien, ça rentre facilement, et c'est une ouverture extraordinaire parce qu'il y a des informations, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est un plus. Alors, je n'ai toujours pas commencé. Le thème de ce soir, je pense que c'est la chose la plus belle qui existe au monde.
c'est la plus excitante et ce qui définit finalement l'humain par essence. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit l'humain par essence? Quel est le top du top de l'humain? En quoi il se définit? Voilà, je vous laisse travailler parce que je travaille aussi. L'humain, c'est-à-dire quand il y a un animal, il y a un humain. Qu'est-ce qui définit finalement l'humain? C'est ça, c'est-à-dire, c'est vrai, la Torah qui dit, c'est un ish mimalela, c'est quelqu'un qui parle, et ce que j'essaye de faire ce soir, mais surtout, c'est quelqu'un qui apprend. Il apprend sans cesse. Et c'est l'apprentissage. Il n'y a rien de plus beau que d'apprendre. Et je vais un petit peu parler justement pour apprendre sur l'apprentissage, pour justement dire si je veux devenir un crack dans quelque chose, il faut que je l'apprenne. Et comment y arriver? Alors le professeur Manfred Spitzer, justement un Allemand, qui est une personnalité, j'ai découvert sur YouTube, je cherche l'information sur Internet, justement lui aussi il parle sur Internet, c'est ça aussi je ne voulais pas dire, mais il dit pour aller sur Internet, pour aller sur Google, Google ne nous apprend rien. Ça veut dire pour apprendre, pour aller sur Internet, il faut déjà connaître. Ça veut dire Internet a été créé ou a été mis en route pour les docteurs, pour chercher des informations plus poussées. C'est-à-dire un docteur, quand nous, on va sur Internet, on a mal à la tête. Alors on met Google chez comment faire quand j'ai mal à la tête. C'est le désastre. Pourquoi? Parce qu'on va, je ne l'ai pas fait, mais lui, il rapporte ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que il y a une hémorragie qui peut arriver, il peut y avoir plein de choses. Mais nous, étant donné qu'on n'a aucune connaissance, alors on va prendre tout pour qu'on dit l'argent comptant. Mais c'est horrible. Donc, il faut déjà connaître pour aller sur Internet. Maintenant, ce Manfred Spitzer m'a beaucoup appris. J'ai lu quelques livres. C'est un neuroscientifique, un psychiatre. Et lui, il dit, il a un livre épais comme ça, qu'il appelle Lernen. Et Lernen, c'est aussi en yiddish, c'est apprendre. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a des animaux, tous les animaux, ils ont un tafkid, ils ont un but. C'est-à-dire qu'ils ont une caractéristique. Par exemple, l'albatros. L'albatros, c'est un oiseau qui peut voler pendant 50 jours à l'affilée. 50 jours à l'affilée. J'ai même lu, j'ai vu qu'il y a le martinet qui peut jusqu'à 150 jours. Mais comment ils font? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? C'est extraordinaire. C'est-à-dire, ces animaux-là, ils dorment, une moitié dort, et l'autre il est réveillé, et vice-versa. Et ils intercalent. Le moitié du cerveau. Et maintenant, ça c'est pour l'albatros. L'humain, il le définit, il aime avant tout apprendre. Et quelque part, il ne peut pas faire autrement. On apprend sans se rendre compte, consciemment et inconsciemment. C'est dans le cerveau que ça se passe. Et le cerveau ne fait que apprendre. Là, par exemple, vous n'entendez pas tout ce que je dis, mais vous entendez la voix qui déraille, qui commence à partir. Vous me scrutez, vous me dites qui est ce... C'est-à-dire, on ne se connaît pas. Donc, il y a plein de choses dans votre tête, inconsciemment, que vous vous posez. Et c'est votre cerveau qui fait ce travail. Quand vous roulez en voiture, vous apprenez, mais à un moment, vous faites ça tout automatiquement. Mais même maintenant, il y a beaucoup de choses automatiques qui se passent dans le cerveau. Et c'est l'humain. C'est l'humain, c'est le cerveau. Il ne fait que ça. Il ne fait qu'apprendre. Et donc, qu'est-ce qu'il se pose? Maintenant, demandez à un enfant qui est à l'école en lui disant « Allez, viens, on va faire les maths. » Non.
Alors on fait le français. Alors pas tous les enfants, il y a des enfants qui adorent, mais la majorité, désolé, ils n'aiment pas apprendre. Mais si, la question que je me pose, si l'humain a le kiff d'apprendre, si le cerveau ne fait que ça, pourquoi on ne veut pas apprendre? Alors c'est ça la grande question. Est-ce que je vais trop vite ou trop doucement? Ou est-ce que c'est compréhensible? C'est compréhensible. Tu veux dire que la nature humaine, c'est de vouloir apprendre, c'est automatique, on apprend. Le cerveau ne fait que ça. Ça veut dire, c'est pas manger, c'est dire l'humain. Et alors, on pourrait faire un cours sur ça. Qui on est quelque part, on est notre cerveau. Que notre cerveau, la main, c'est extraordinaire comme Hachem a créé le monde. Ça veut dire le seul organe qui est fermé, c'est le cerveau. C'est-à-dire on ne peut pas y accéder. Ça veut dire il y a un coup, il est là-dedans. On ne peut pas le changer. Par contre, un cœur, un foie, tout ça on peut le changer. Le sang, on peut changer complètement le sang, mais le cerveau, non. D'ailleurs, si quelqu'un doit se faire une transplantation de son cerveau, c'est pas lui qui va se relever dans notre corps, mais l'autre. Ça veut dire notre cerveau. Oui. Si on pouvait faire une transplantation. Voilà. Si on pouvait faire une transplantation de notre cerveau, ça veut dire ou le cerveau d'un autre, eh ben c'est pas nous, c'est l'autre. Si on change de cœur, ça reste la même personne. Oui. Mais si on change de cerveau, ben c'est plus lui. Si on pouvait. Voilà. Ça veut dire notre cerveau. On est quoi? On est notre cerveau. C'est ça, nous sommes notre cerveau. Mais en même temps, on n'a pas cette volonté naturelle d'apprendre. Voilà. Il semble que certains, beaucoup, et moi je vais être très méchant tout à l'heure, on voit que beaucoup n'aiment pas apprendre. Alors c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est ça notre essence. Et voilà. Donc maintenant, j'ai deux questions. Comment apprendre avec joie et comment devenir un expert? Quelque part, si on étudie, alors je souhaite d'abord parler comment devenir un expert. C'était un petit peu le titre de la soirée. Et après, je veux parler comment apprendre avec joie. Alors pour devenir un expert, pour arriver à l'excellence, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art, la science, le théâtre, le livre de la Torah, pour devenir un grand rabbi, dans l'artisanat, pour devenir un maître ébéniste, un maître boulanger, un maître traiteur. Comment il faut passer par un maître? Et alors déjà, vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment il faut faire pour devenir un maître dans n'importe quelle matière? Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Est-ce qu'on peut y arriver? Je ne sais pas. Il faut avoir la volonté. Très bien. Tout à fait. Travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup. Travailler. Quand vous dites il faut travailler beaucoup, vous avez un sentiment de joyeux ou vous dites ouais, bon, il faut travailler beaucoup? Je sais pas. Ça dépend si le sujet nous intéresse. C'est ça. Ouais. Il faut aimer, c'est ça? Il faut aimer, voilà. Alors, est-ce qu'on peut arriver à l'excellence sans être en contact avec un excellent? Avec un master? Voilà, avec un master. Un mentor, exactement. Alors, moi, je parle à Mozart. Je pose une question sur Amadeus Mozart, qui tout le monde connaît, tout le monde dit Mozart, c'était un enfant prodige. Alors, ma question, oui, je voulais aussi dire, j'ai oublié, que j'ai apporté mon chapeau de mime, que si je flanche, que je ne sais plus parler, et ben moi je continuerai en spectacle. C'est quelque chose que je connais, donc voilà, c'est mon petit doudou, tada. Pour ça, je m'accroche à ça. Voilà. Maintenant, je reviens pour Mozart. La question qu'on peut se poser, est-ce que Mozart, c'était un génie, comme on dit? Est-ce qu'il est descendu du ciel? Il est venu à 2 ans, 3 ans déjà, il jouait, il faisait extraordinaire. C'était un enfant prodige. Et à, je crois, 37 ans, très jeune, il est décédé. Il est reparti là-haut. Ou est-ce
il a tout appris. Voilà la question est là. Est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce que vous avez déjà entendu? Il était prodige. Comment? Je suis pas sûre qu'il était prodige. C'était un prodige, oui, c'était un génie. Mais il y a un scientifique, un psychologue suédois qui s'appelle Anders Ericsson. Là aussi, j'ai lu ses livres. Non, et lui, il a un livre en anglais qui s'appelle Peak. Peak, ça veut dire c'est l'excellence. C'est vraiment le top du top. Et lui, il analyse tous les cracks, tous les grands, et il voulait savoir est-ce que c'est un don inné, est-ce que c'est génétique ou est-ce qu'ils l'ont appris? Et je pense que c'est possible qu'il y a aussi on appelle ça dans la droite des gilgulim, des gens qui arrivent et ils ne font que déposer, ils ont déjà des choses en eux. Mais selon Anders Ericsson, et c'est peut-être là un peu ce qui est plus courant, il dit que Mozart, finalement, il a analysé sa vie. Mozart il était génial, c'est sûr, mais ce n'était pas quelqu'un qui venait d'ailleurs. Il a tout appris. Et quand on regarde finalement son père, Ludwig van Beethoven, c'était un grand professeur de musique. Et quand Mozart est né, il avait terminé un livre que j'ai sur Kindle, que j'ai lu en allemand, pas tout, sur la musique. Et c'est extraordinaire quand on l'entend parler, parce qu'il critiquait les gens qui font la musique pour gagner de l'argent. Il dit non, la musique c'est ça, c'est quelque chose c'est un métier, ça s'apprend, c'est formidable. Et donc, c'était un maître en la matière. Et aussi, c'était une famille extraordinaire il n'y avait que la musique. Il y avait aussi une sœur plus grande, Mozart, et quelque part, on a poussé de côté. Le père voulait faire de Mozart un génie. Et donc, tout jeune, il a commencé à le préparer à la musique. Et je pensais aussi à la méthode Suzuki. Donc, je pense peut-être je dis beaucoup d'informations, mais bon, prenez tranquille. C'était un Japonais qui a vécu là maintenant au milieu du XXe siècle. Et lui, il voulait apprendre le violon aux enfants. Et lui, il a fait une méthode qui commence avant la naissance de l'enfant. Ça veut dire que les parents, ils veulent faire de leur enfant un violoniste. Et j'en connais l'allemande comme ça. Et la mère est chinoise, le père est allemand. Elle a un nom allemand, mais elle est chinoise. Et elle joue tout par cœur. Elle est adulte aujourd'hui. J'ai oublié, Schönbach, un truc comme ça, extraordinaire. Et pourquoi? Parce que je joue du violon un petit peu mal, très mal, mais j'aime. Et lui, il préconise que la maman, quand elle est enceinte, elle va écouter certaines symphonies, certaines musiques, pour que le bébé dans le ventre de sa maman écoute déjà ces musiques. Et après, quand il va naître, il y a toute une méthodologie pour arriver à devenir un violoniste. Et finalement, je pense que Mozart, c'était la même chose. Ça veut dire, le petit Mozart n'était pas à la maison. Je pense que sa maman, qui était aussi musicienne, ou je crois, elle allait dans les concerts. Donc le petit Mozart a déjà baigné avant sa naissance dans la musique. Et donc, selon Anders Ericsson, Mozart, ce n'était pas un génie comme on veut le croire, mais il a tout appris. Anders Ericsson, il dit, pour devenir, et ça je vous donne la recette, si vous voulez devenir grand, eh ben, il y a 10 000 heures d'entraînement systématique. Si vous passez 10 000 heures avec un coach, ou avec un maître, avec justement un mentor, 10 000 heures constamment avec un apprentissage systématique, ça veut dire on est critiqué, on va le refaire. Alors là, après 10 000 heures, vous êtes en haut de la... Voilà, vous savez, si vous voulez partir, vous pouvez partir. 10 000 heures, si on fait 3 heures par jour, alors justement, ça fait 10 ans. Alors justement, mais si on fait le calcul, un enfant, on peut lui mettre plein la tête. Ça, il faut le savoir, les enfants, c'est extraordinaire. Un enfant de 3, 6 ans, 4 ans, 5 ans, il pose 400
questions par jour. C'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire il a une capacité, là je me suis occupé cet après-midi de mon petit-fils, c'est incroyable, c'est fatigant ces enfants. Ils font, ils refont, ils ont une préparation. Donc, si, imaginons que son père là entraînait 6 à 7 heures par jour, ça fait 5 ans. Donc 5 ans, il n'avait que 5 ans, 5-6 ans. Et donc, c'est exactement ça. Ça veut dire, Mozart, finalement, il est passé par toutes ces heures-là, et après, c'est normal qu'il est devenu grand, puisqu'il avait tout déjà appris. Donc voilà, et je voulais voilà, apporter une autre histoire, beaucoup plus contemporaine, peut-être vous connaissez, c'est la famille Polgar. Est-ce que vous avez entendu des championnes d'échecs Polgar? Non. C'est 3 filles qui sont les championnes qui ont gagné le championnat d'échecs plusieurs fois à l'affilée. 3 sœurs? 3 sœurs. Judith s'appelle. Voilà, c'est Suzanne, Sophia et Judith. Et c'est une histoire extraordinaire. Et je ne savais pas, à la fin, quand j'ai lu tout le livre, j'ai découvert que c'était des juifs. C'était bulgares. Et ce monsieur Laszlo Polgar, il s'est posé la question, Mozart, est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est une fabrication? Et lui, il a découvert que justement, voilà, c'est une fabrication. C'est-à-dire, on a fabriqué un Mozart. Et lui, il voulait aussi faire la même chose. Il voulait faire un expériment. Est-ce que je peux aussi, moi, créer des génies? Et avec sa femme, ils se sont mariés sous cette édige-là, avec cette idée-là, de faire des génies. Maintenant, il était enseignant, mais ils se sont dit, on va voir, on va laisser choisir les enfants. On ne va pas dire on va faire ça ou ça ou ça, on va laisser faire. Et un jour, sa première petite fille, il y a un jeu d'échecs qui tombait de l'armoire, il avait 3 ans, et sa fille s'est intéressée à ça, il a dit c'est quoi? La maman, elle a dit attends papa, il va t'expliquer. Et comme ça a commencé une histoire extraordinaire, et c'est l'histoire elle est devenue championne d'échecs. Pourquoi aussi? Parce que le papa était enseignant. C'était aussi pas n'importe qui, il savait comment enseigner. C'est ça un petit peu que je voudrais vous dire. Ça veut dire qu'il avait une pédagogie. Et donc voilà la réponse à la première question. Peut-on devenir un expert? Oui, on le peut par un apprentissage systématique, intelligent, et avec l'aide d'un maître et d'un coach. Mais voilà, la question elle revient. Pourquoi les enfants n'ont pas étudié? Et là, je vais dire quelque chose. Je suis désolé. Oui, Hein? Alors, je vais être un petit peu dur. C'est vrai que je ne suis pas impliqué dans l'éducation, mais quand même avec tout ce que j'ai lu et avec tout ce que j'ai compris, et aussi tout ce que j'ai compris dans ma propre chair, parce que si je m'intéresse à l'éducation, c'est quelque part, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je n'ai pas simplement lu les livres, mais c'est un vécu personnel. Et aujourd'hui, je peux dire, quelque part, je suis cet enfant qui parle, à qui on n'a pas donné ce qu'on aurait dû donner. Je pense que l'éducation, c'est donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il suffit de donner à un enfant ce qu'il a besoin, avec une pédagogie. Il faut connaître la pédagogie pour qu'il puisse fleurir et déployer tout son potentiel. Et donc, j'accuse un petit peu, ou je n'accuse pas, mais je dis l'école manque de pédagogie. Et c'est aussi un petit peu connu que un des freins qui fait que les enfants n'apprennent pas comme il faut, c'est justement l'école elle-même. L'école est là, elle avance d'un côté, mais de l'autre côté, elle freine les enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi des profs, des gens qui sont impliqués qui le disent. Et pourquoi aussi? C'est parce qu'on
on fait confiance à un programme. Le programme, c'est pas qu'il a conçu, mais c'est un programme, et tout le monde se prosterne devant ce programme, et les enfants, tout le monde doit passer par ce programme, au lieu de prendre tous pareil. Et on considère un petit peu tous les enfants comme un objet vide qu'il faut remplir avec le programme. Le programme, c'est bien, l'enfant il est vide et on va le remplir, et c'est pas comme ça. C'est-à-dire l'enfant est déjà une personne et il suffit simplement de développer quelque chose. Je vous rapporte une étude scientifique aussi qui prouve quelque part, qui prouve quelque chose d'incroyable. C'est le film, si vous voulez prendre une note, il y a un film qui s'appelle Alphabet de Erwin Wagenhofer. Et dans ce film, il parle sur l'éducation. On a mené une étude récente sur 1500 enfants. Et on voulait connaître leur niveau de pensée divergente. C'est-à-dire que c'est quoi la pensée divergente? C'est avoir l'esprit divergent, c'est-à-dire j'ai un problème, j'ai un objet, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Chapeau, je peux le mettre sur la tête, je peux l'utiliser voilà, pour plein de choses, puis je peux mettre de l'eau, je peux boire, je peux l'utiliser pour éteindre le feu avec de l'eau, je sais pas, il y a plein de choses. Et c'est un esprit pas créatif, mais un esprit divergent, c'est faire avec ce que j'ai et créer des choses. C'est quelque part une caractéristique de génie, d'être divergent, un esprit divergent. Et les résultats étaient tout simplement frappants. Je vais vous le dire, c'est que les enfants, les 1500 enfants entre 3 et 5 ans, ils avaient 98 atteignent le niveau génial. Ils avaient 98% atteignent le niveau génial. Ça veut dire, un enfant de 3-5 ans, il a cet esprit créatif, pas créatif, divergent, il est pratiquement 100%, c'est naturellement. Les mêmes enfants ont été testés 5 ans plus tard, donc entre 8 ans et 10 ans. Imaginez, 32% atteignent le niveau génial, un tiers. Ils ont perdu. Puis 5 années plus tard, ils ont à nouveau été testés, entre 13 et 15 ans, et là, 10% atteignent le niveau génial. Et puis 200 000 personnes, 200 000 adultes ont été testés simplement pour un contrôle. Et les 200 000 personnes à 25 ans et plus, eh bien, qu'est-ce qui restait? 2% atteignent le niveau génial. Ça fait peur. Alors, cette étude montre 2 choses. Je le lis parce que je voulais prendre les mots du film. Nous tous, nous possédons cette capacité de génie. Tous. Et deuxièmement, elle se détériore. Pourquoi elle se détériore? Pourtant, ces élèves ont tous été éduqués pendant 12 ans à l'école. Puis justement, et là se trouve la faille, toujours dans le mode qu'il n'existe qu'une bonne réponse, celle écrite autour du feuillet. C'est-à-dire, l'école nous apprend quoi? Il y a un formulaire à remplir, et où est la bonne réponse? Derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réponse. Et on enseigne aux enfants l'excellence. C'est-à-dire, soit vous avez juste, ou vous avez faux. Mais si on enseigne pendant 12 ans comme ça, on est habitué à chercher une réponse. Mais on n'a plus l'esprit libre de proposer plein de possibilités. Et pourquoi on ne propose pas plein de possibilités? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de mal dire. Et parce que une mauvaise idée, un mauvais pshat, une mauvaise explication, une mauvaise idée, ça peut, je suis tout de suite, tout de suite éliminé. Et justement, c'est ça qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme dans le film avec... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement, toutes les réponses sont justes. Et si elle est mauvaise, eh ben on va voir pourquoi elle est mauvaise. Et c'est ça qui nous construit. Et
Et c'est un petit peu ça qui est dommage. C'est qu'on formate les enfants. On formate les enfants. Et c'est dommage. Il y a un courant en France, je ne sais pas si vous en parlez, un très gros courant de parents avec des réseaux et tout, etc., qui ne mettent pas du tout leurs enfants à l'école. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont en révolte contre... Et ils ont des enfants... Moi, j'ai vu un enfant de couleur, noir, 14 ans, polytechnique. Il n'est jamais allé à l'école. Sa mère qui l'a formé. C'est hyper grave. Exactement. Un jour, j'avais besoin des repas de l'avion. C'était des repas tout faits. Donc à Zurich, je suis parti voir les gens à l'époque, je ne me rappelle plus leur nom, c'était des chassidim. Et un des chassids, un jeune, il m'a dit, voilà la table de la salle à manger, c'est ici qu'on a appris. On n'est jamais allé à l'école. Les parents voulaient pas qu'ils aillent pas à l'école juive, parce qu'à l'école, à l'école goy, parce qu'à l'école, il n'y avait pas encore l'école juive. C'est pas du tout ça, mais c'est parce que les parents avaient quelque chose à transmettre à leurs enfants, et ces enfants-là, ils travaillaient avec leurs parents, ils avaient ça. Et c'est un petit peu aussi le courant dans lequel, que j'ai découvert, ça veut dire faire l'école à la maison. Pour ça, il faut aussi des parents qui s'impliquent. C'est pas évident, c'est beaucoup de travail, il faut déjà savoir pourquoi et comment, et parce que les enfants, c'est énorme. Il faut savoir que là où il faudrait, je saute un petit peu, mais là où il faudrait donner tout l'argent, c'est-à-dire que là il faut investir, c'est jusqu'à 5-6 ans. Parce que jusqu'à 5-6 ans, les enfants se construisent. Après, l'école, on devrait donner beaucoup moins d'argent et l'université encore moins. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On investit tout dans l'université. À l'université, vous avez bien vu, il reste plus cet esprit génial. Alors que cet esprit génial, il se forge, il se manipule quand l'enfant est tout jeune. C'est vraiment, c'est là que tout se passe. Si je me permets, Rabbi, vous connaissez Ravel de Rouzan, vous connaissez Torah Box, mais en fait c'était directeur de l'école à Pavé pendant 30 ans, un grand pédagogue, et lui il nous disait, même nous on fait comme ça, on met les moins bons enseignants, enfin façon de parler, on les met au GAN, à la maternelle, au CP on met les un peu plus forts, au CE1 un peu plus fort, et après à la Yeshiva, ou à la Yeshiva Aktola, etc. Plus on avance, plus on met des enseignants plus formés, plus diplômés, plus experts. Il dit qu'il faudrait faire le contraire. Il faudrait mettre les meilleurs enseignants à la maternelle, et après diminuer. C'est exactement ce que tu dis. Oui. Alors, je voudrais dire aussi ma fille qui travaille avec les enfants dans un GAN qui n'est pas beaucoup d'enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens. Et quelque part, c'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est éducatrice d'enfants spécialisés, comment on appelle ça? Éducation spécialisée, c'est-à-dire elle se débrouille avec des grands gars de 18 ans qui ont des problèmes mentaux. Et c'est son métier. Mais là, il s'occupe d'un petit jardin d'enfants juif. Et elle m'a dit justement ce Shabbat que alors ils n'ont pas les moyens, rien du tout, rien. Et elle fait, je la trouve très créative. Et là, elle voulait transmettre quand même un petit peu quelque chose de la paracha. Elle voulait parler des mitzvot, puisque dans ces parachas, il y a beaucoup de mitzvot. Et elle avait l'idée de faire une balance. Mais bon, il n'y a rien. Ils n'avaient pas les moyens, il n'y a rien. Finalement, il a dit, j'ai pris un cintre, j'ai pris 2 gobelets, je les ai accrochés au cintre, j'ai pris des petits bâtonnets qui représentaient les mitzvot, et devant les enfants, on a dit, voilà, la mitzvah, on va la mettre dans ce gobelet-là. Elle était très contente, elle a dit, voilà, avec rien, j'ai réussi à faire un super... les enfants, ils ont kiffé parce que c'était exactement ça. Elle a su créer quelque chose. Et alors je lui ai dit, magnifique, et en plus elle était vraiment contente, elle était satisfaite d'elle. Et je lui ai dit, oui, elle peut être satisfaite parce qu'elle avait cet esprit de je fais avec ce que j'ai. Et elle n'a pas dit je n'ai pas les moyens, bon, il faudrait aller acheter un coucher-plaie, une balance, un truc. Non, elle a créé avec un cintre. Bon, je trouve ça c'est et aussi, une autre chose, ça n'a rien à voir, mais si vous n'êtes pas marié encore, c'est aussi un autre cours quelque part.
comment choisir votre conjoint? C'est-à-dire, quelle est la qualité qu'il devrait avoir? On choisit souvent quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui sait faire ça. Quelle est finalement la qualité et la qualité top principale qui pourrait être englober toutes les autres? Je vous laisse, je sais pas, peut-être que vous avez... Moi, je sais que j'aimerais quelqu'un qui se questionne, qui est en perpétuel questionnement, tout le temps. Ça, c'est... qui s'intéresse à tout. Oui. Genre, quelqu'un qui s'intéresse à tout. Voilà. Oui. Moi, c'est ce que je recherche. Très bien, oui. C'est aussi, voilà. Moi, j'aime juste curieux qui cherche à voir loin, qui voit juste ce qui se passe, qui essaie de voir loin dans ce qu'il fait, ou pas juste une routine. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais, voilà, curieux, bon. Ouvert d'esprit. Oui. Moi, je dirais donc, ce qui en ressort, et ce que j'avais entendu, c'est que finalement, cet esprit de faire avec. C'est-à-dire maintenant, et je peux vous dire, dans une famille, dans un couple, ça vient toujours autrement. Tout à l'heure aussi, je me suis dit comment ça va être quand je suis là. Finalement, c'était un tout petit peu autrement. On m'a déjà pris, tu m'as déjà dit comment, mais quand même, c'est un petit peu autrement. Donc, si je m'accrocherais au texte, il faudrait que je serais peut-être perdu. Parfois, les gens sont perdus, mais avoir cette capacité de faire avec, de faire tout de suite, on va combiner, on va imaginer. Un petit peu, c'est aussi un petit peu ce que vous dites, quelqu'un qui se questionne, mais quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est-à-dire maintenant c'est Shabbat et ben voilà, l'enfant il renverse le kidouche. D'ailleurs, c'est vrai, mon petit-fils, il a 3 ans, il a une belle bouteille de vin et boum, c'est tombé par terre. Et il faut garder le sourire. Et ben voilà, et c'est pas grave. Et ben on fait avec ça. Et après ça colle de tous les côtés, mais et ben on fait avec, toujours avec cet esprit de, ça vient toujours de toute façon, tout vient autrement qu'on aurait imaginé, mais on est capable d'avancer. On avance, c'est pas grave. Mais celui qui reste sur ses limites, qui dit ah non, c'est comme ça et pas autrement, ah non, tu vas toucher, tu es tout à fait non. C'est-à-dire, Du coup, il va se bloquer tout le temps. Il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas. Donc je fais rien. Voilà. Et souvent, nous, on pense que l'autre va faire ça, mais là, pas du tout. C'est pas du tout. En fin de compte, je suis désolé, mais la vie, c'est des déceptions sur déceptions sur déceptions sur déceptions. Et si on voit ces déceptions sur un tremplin, de se dire, ah ben, je fais avec, et ben, tout change. Tout devient autrement. C'est nous qui faisons, c'est nous, quelque part, on pourrait en parler longuement, mais c'est nous finalement qui on a cet esprit divergent, cet esprit de je fais avec, si c'est comme ça, je change complètement mon... D'ailleurs, là, ce que je dis parfois maintenant, je me rends compte, je ne suis pas tout à fait... je saute un petit peu de... Parce que maintenant, c'est parce que ça vient... J'espère que ça, c'est coordonné, que je ne parle pas un petit peu. Non. Voilà. Il faut savoir s'adapter tout le temps. Voilà, il faut savoir s'adapter. Et ça, c'est une qualité à tester l'autre personne. Est-ce qu'elle s'adapte? On lui fait un petit croche-patte et voir comment elle réagir. Non, je ne pas. C'est vrai. Alors, je ne l'aurais pas fait avec ma femme. Bon. Voilà, mais quelque part, voir si l'autre est là, c'est... Maintenant, comment faire pour permettre à l'enfant ou à l'autre, quand je parle de l'enfant, parfois aussi c'est l'adulte, parce que même adulte, nous sommes encore des enfants d'hier, et même adulte, selon la Torah, on voit qu'on est toujours dans un perfectionnement. Et tant qu'on est dans un perfectionnement, on est appelé, selon la Torah, Nahar. Un Nahar, c'est un enfant. Mais un Nahar, c'est aussi quelqu'un qui est encore qui a besoin encore de se parfaire. On voit que dans la Torah, je ne sais pas si dans Ishmaël et Eliezer, ils avaient 50, 70 ans, et ils sont appelés des Néharim, les garçons.
Et pourtant, ils avaient 50, 70 ans, mais parce qu'ils étaient encore dans une démarche de se parfaire. Donc, et nous aussi, c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Et aujourd'hui, plus les dernières années, je dois dire, d'un seul coup, il y a beaucoup de choses que je comprends. Je suis très lent à comprendre. Je ne suis pas de tac au tac. Et dans ma vie, je veux dire vraiment, c'est qu'aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Voilà. Mais ce qui est beau, c'est qu'Hachem nous laisse le temps à découvrir. Et c'est ce qu'il faut aussi avec l'enfant. Il ne faut pas lui dire l'information. Laissez-le trouver l'information. Et je vais y venir. Donc, si maintenant on parle comment apprendre, je pense que j'ai parlé beaucoup de scientifiques. Je voudrais parler de la Torah. Quel est l'avis de la Torah? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est le point de départ pour transmettre? Et quelque part, si on parle de transmission, si on parle d'enseignement, de pédagogie, c'est la Torah. La Torah, c'est exactement, elle peut le mieux nous dire. Les goïms ne sont pas à la transmission. Alors que nous, on a une Torah qui se transmet, et c'est le propre de la Torah, de la transmission. Il y a toutes les sages, ils sont tout organisés pour transmettre. Donc si on parle de transmission, c'est dans la Torah. Mais, désolé, je vais un petit peu critiquer. J'ai un gros problème. Parce que je vais vous poser, c'est quoi la Torah, quelque part? C'est-à-dire, le propre de la Torah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Est-ce que vous le savez? Ça veut dire la Torah, le but de la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Et quel est le but de ces 5 livres? Quel est le but de ce rouleau? C'est les 613 mitzvot. Ah, c'est tout. C'est tout. Il y a 613 mitzvot qui ont été transmis au peuple juif. Il y a tout dedans. Tout. La création du monde, il y a tout. Il y a tout est dedans. Mais maintenant, le problème, c'est que est-ce que vous avez déjà ouvert, vous avez déjà commencé à lire, à traduire? Si vous commencez un petit peu à traduire l'hébreu, déjà que vous avez appris à traduire l'hébreu, vous allez trouver que, désolé de parler comme ça, vous allez trouver que il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Les psukim, les psukim, il y a parfois, c'est le pluriel, alors que c'est marqué au singulier. Parfois c'est le singulier, c'est marqué au pluriel. Parfois c'est masculin et c'est féminin. C'est pas très clair. Et en plus, c'est pas dans l'ordre. C'est pas très dans l'ordre. Et en plus, je vais vous dire, si c'est les 613 mitzvot que Dieu nous a donné, le don de la Torah, ce beau cadeau qu'on va recevoir bientôt à Shavuot, eh ben, c'est marqué, l'autre Gedi Bechalavimo, c'est-à-dire tu ne cuiras pas, tu ne cuiras pas le veau dans le lait de sa mère. D'accord? Très bien. Mais de là, on doit déduire maintenant tous les lois de Kashrut. Alors ma question, c'est merci Hachem. Tu m'as donné un cadeau, mais allez-y chercher les 613 mitzvot dans la Torah. C'est pas drôle, je peux pas le faire, je suis incapable. Très difficile. On a l'impression que c'est plein de bugs et il n'y a pas grand-chose qui est explicite. Voilà. C'est que ultra codé, si on peut dire. Voilà. C'est codé. Alors, maintenant, moi j'étais on était élève de Rab Rotenberg, le Rab à la rue Pavée, le Rouve, et j'étais là, il disait que quand on ouvre la Torah, elle écrit, je suis un pédagogue. C'est quoi cette pédagogie? Qu'est-ce que c'est la pédagogie de la Torah? Eh bien, c'est ça le chidouch extraordinaire. La Torah, elle veut qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse. Ça veut dire, Dieu ne nous a pas donné un Shulchan Aruch. Je dirais même, le Shulchan Aruch, ça veut dire le Shulchan Aruch, c'est un code civil de la Torah qui nous dit exactement, vous l'ouvrez, vous lisez, vous voyez exactement, ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire, ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire. Il est venu bien plus tard, je ne sais pas, 1000 ans, 2000 ans après, le Shulchan Aruch, dans tous les cas, c'est récent. Mais avant, au début, il n'y avait pas.
Ça veut dire les Juifs, ils n'avaient que la Torah. Et ils se débrouillaient eux-mêmes avec la réflexion de sortir les 613 mitzvot par l'étude, par... C'est énorme, c'est énorme. Si maintenant je réfléchis, mais c'est énorme. Je ne sais pas que la tête qu'ils avaient, c'est qu'ils pouvaient déduire, voilà, leurs doigts, ils devaient chauffer, je ne sais pas, parce que c'est tellement, c'est énorme. Mais Hachem nous a donné une Torah, il a écrit de sorte pour qu'on réfléchisse. Et c'est là où se trouve c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est ça la pédagogie. Je vais vous donner dire une blague que mon papa, qui était spécialiste des blagues, toujours à propos, disait c'est comme le goy qui voit que les Juifs sont intelligents. Et il disait, vous les Juifs, vous êtes tellement intelligents, comment vous faites? Alors le Juif, il dit, je ne sais pas, mais une chose est sûre, qu'on mange beaucoup de hareng. Eh bien oui, vous êtes intelligent parce que vous mangez beaucoup de hareng. Peut-être. Ouais. Alors je peux en goûter. Ah non, non, c'est très cher. Je ne peux pas vous donner parce que c'est trop cher. Puis le goy, il insiste, il dit, et finalement le Juif ne peut pas, pour ne pas qu'on l'accuse d'antisémitisme, pour ne pas. Alors il dit, ok, mais il lui vend un bout de hareng à un prix exorbitant. Et le goy, il est heureux, il l'avale, il attend. Maintenant, je vais devenir intelligent. Il n'y a rien qui se passe. Il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait... Vous venez me vendre ce bout d'hareng qui, finalement, je ne vais plus l'acheter au marché. Et au marché, ça ne coûte rien du tout. Et je ne sens toujours pas devenir plus intelligent. Ah, le Juif, il dit, voilà, là, vous êtes devenu plus intelligent. Voilà, c'est la réflexion. Ça veut dire, Hachem, il veut qu'on réfléchisse. Et quelque chose d'extraordinaire que je dois vous dire que c'est aujourd'hui que je me rends compte, il suffit de lire la Torah, simplement la lire. Actuellement, j'écoute le moins possible des shurim, je lis la Torah, je la relis. Et d'un seul coup, apparaissent devant mes yeux des choses. Ah oui, ici il y a ça. Il y a d'un seul coup, je vois deux mots pareils. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui apparaît. Mais pourquoi ça apparaît? Comment j'apprends? Je n'apprends pas que ça, c'est évidemment un besoin. Mais c'est simplement observer, laisser venir. Comment ça marche l'apprentissage? Voilà, ça veut dire, c'est que je vois un crayon. Je vois un crayon qui dépasse. Ah, voilà, il y en a un qui dépasse. Voilà, ça c'est intéressant. C'est-à-dire l'apprentissage, et c'est comme ça que les cerveaux travaillent, c'est par élimination. C'est-à-dire j'élimine, c'est-à-dire je vois des choses, et le cerveau crée finalement par exemple, pour vous dire les tomates, est-ce que le cerveau enregistre chaque tomate? Pas du tout. Pourtant, chaque tomate est différente, chaque pomme de terre est différente. Voilà. Et ils sont tous différents. Et pourtant, le cerveau a tout de suite compris. Ça, c'est pomme de terre. Ça y est, je te laisse tranquille. Ça veut dire maintenant, c'est gros, petit, c'est toujours une pomme de terre, c'est toujours une tomate. Et le cerveau, il continue comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Mais en tous les cas, le cerveau réfléchit. Et si on laisse la personne seule un petit peu, et si elle veut apprendre la matière, elle va trouver plein de choses, elle va découvrir plein de choses. Et maintenant, si nous on lit aujourd'hui des cours de Torah, il faut savoir que ces cours de Torah ont été préparés déjà par les Chachamim, parce que les Chachamim du Talmud, ils nous ont... Rashi, par exemple, il nous explique le Chumash. Il nous aide à comprendre le Chumash. Et heureusement, on a ces sages du Talmud qui nous ramènent, et après on peut aller plus loin. Et aujourd'hui, on a aussi des Sfarim qui sont traduits mieux qu'avant. Et c'est vrai, je suis un client de ça, de Schottenstein, de Chumash, Kepshuto, des Chumashim qui sont un petit peu écrits plus facilement pour comprendre, pour arriver aussi à un niveau, au niveau, mais
on nous aide aujourd'hui beaucoup. Il faut savoir que tous les rabbinim, ils ont quelque part préparé le terrain pour nous faire réfléchir et que nous aussi, après, on fait marcher derrière et on grandit aussi, on va aller aussi plus loin. Au début, on a besoin peut-être tous parfois d'être accompagnés, mais moi, j'invite tout le monde à aller brut, aller voir brut et lire, tout simplement apprendre le Lashon HaKodesh. C'est ça aussi, le Lashon HaKodesh, c'est vraiment la langue dans laquelle il y a toute la vérité, tout est un peu, c'est extraordinaire. Non, à quelle heure est-il? Il y a quelque chose, maintenant, il y a quelque chose, un beau passouk dans Mishlei. Mishlei, c'est Shlomo HaMelech Kali, qui dit que Maïm Amokim be'etza belev ish, ve'ish tevuna yidlena. Il y a de l'eau profonde dans le cœur de l'homme, et un homme intelligent va la sortir. Il y a deux, ça veut dire, tout le monde, on a la sagesse, on l'a en nous, dans chacun. D'ailleurs, nous les Juifs, on a un avantage. On dit qu'on a appris la Torah dans le ventre de la maman. C'est extraordinaire quand on regarde bien qu'est-ce qui est écrit. C'est pas que du blabla, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que l'enfant a appris toute la Torah. Et donc, aujourd'hui, elle a tout à oublier parce qu'il y a un malheur qui est venu, qui nous a touchés ici, donc on a tout oublié. Donc aujourd'hui, il y a deux approches. Il y a le prof qui pense que cet enfant-là est vide, et moi, le prof, je dois remplir cet enfant avec mon savoir. Ça, c'est faux. Ce prof, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose comme métier. Alors, si je dis ça devant les profs, ils vont me jeter par la fenêtre, ou je sais pas. Mais l'autre prof, c'est lui, il sait que cet enfant-là, il sait. Mais je ne vais pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il sait, il saura trouver la réponse. Et comment je fais? Je le questionne, je lui pose des questions, je le pousse un petit peu, je l'amène à réfléchir, à regarder, à observer. Et l'enfant va trouver la réponse. Et quand l'enfant trouve une réponse, ça, c'est aussi vous qui pouvez le ressentir. Personne au monde aime qu'on lui dise ce qu'il a fait. Et ça, c'est psychologique, c'est la psychologie, je ne suis pas un psychologue, mais on n'aime pas que quelqu'un nous dise ça c'est faux. C'est-à-dire, on nous dit ça c'est faux. On n'aime pas. Et que ça soit un enfant, que ce soit un adulte, on n'aime pas. On le prend comme un reproche. Pourtant, c'est la mère, c'est le père, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. Mais on le prend mal. On prend tout de suite parce qu'on ne veut pas, on veut faire seul. Ça, c'est aussi, ça veut dire, il faut, l'homme, la femme, l'humain, il aime faire seul. Et justement, ma fille était contente parce qu'elle a dit, j'ai créé quelque chose, j'étais content, j'ai créé une balance avec rien du tout. Elle s'est surprise elle-même. Et on doit se surprendre soi-même. Et pour cela, on a besoin des accompagnateurs, des parents intelligents, des profs intelligents qui savent que nos enfants, que tous, on est tous exceptionnels. Et c'est pas de la pommade. C'est vraiment, et c'est ça aussi la richesse. Ça veut dire, dans une classe, il y a de tout. Et moi aussi, je vous invite, je voudrais parler de Torah, mais la meilleure école aujourd'hui, qui est devenue la meilleure école, c'est en Finlande. Vous allez sur YouTube, vous regardez le système scolaire en Finlande, et il y a un documentaire extraordinaire où là-bas, ils ont réussi à faire une école extraordinaire. Les enfants sont contents, ils rentrent à la maison, ils sont avec leurs amis, les parents, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de devoir, tout se passe à l'école. Et quand les enfants, ils ont 15-16 ans, avant le bac, ils disent tous ce qu'on a surtout aimé, c'est qu'on nous a fait confiance, toujours. On nous a fait confiance et on a cru en nous. Et vous voyez, évidemment, c'est des goïms, il y en a avec toutes sortes. Ça veut dire des goïms qui vivent dans le monde goïm, mais ils sont bien, ils sont détendus. Il y a des artistes, il y a des danseurs, des musiciens, il y a des scientifiques. Très peu disent on veut faire de l'argent pour l'argent. Ils disent tous on préfère gagner moins, mais avoir une vie normale et croire en l'autre. Il y a vraiment une entente dans les gens, il y a le respect de l'autre. Et c'est ça aussi. Alors, je pourrais continuer, mais je ne vais peut-être pas
dire plus, parce que là, vous m'avez fait parler, je parle beaucoup. Les mimes ont besoin de rattraper tout ce qu'on ne parle pas. Et peut-être aussi pour dire, le but de l'éducation, c'est quoi? C'est l'indépendance. Et on le voit ça où? Dans la Torah. La Torah, dans Kiddushin, justement, qui parle de mariage, il dit que les parents doivent apprendre à leurs enfants la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils puissent se débrouiller tout seul, qu'ils puissent prendre un Sefer Torah et tout seul, il va se débrouiller. Il faut qu'il le marie. Qu'est-ce que ça veut dire marier un enfant? C'est l'indépendance. C'est vraiment se marier, c'est couper court avec les parents et de créer sa propre structure. Il faut lui apprendre un métier. Un métier, c'est ne plus manger à la table de papa et maman, mais c'est de vivre avec ses propres moyens. C'est, vu de la Torah, c'est un gadol, c'est quelqu'un de grand, quelqu'un qui se débrouille financièrement tout seul. Et il y en a qui disent qu'il faut lui apprendre à nager. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nager à sa place. Et on voit dans la Torah donner à l'autre l'indépendance. Et toute l'éducation, et ça commence pas, et ça c'est pour éviter, ça commence pas à 16, 17 ans, 20 ans ou plus tard, ça commence à 1 an, tout de suite, laisser cette indépendance. Ça ne veut pas dire laisser faire l'enfant ce qu'il veut, mais de le guider, de le regarder ce qu'il est. Peut-être cet enfant c'est un danseur, peut-être c'est quelqu'un qui aime les livres. J'ai des petites filles c'est que le livre, ça veut dire il peut y avoir un truc, ils prennent toujours un livre, elle prend toujours un livre. Sa sœur aussi, incroyable. Et les autres, ils font autre chose, mais donner à l'autre l'indépendance et lui donner ce qu'il a besoin. Voilà, 3 mots, 3 choses que je veux, après j'arrête. Ça veut dire donner l'indépendance à l'autre, peut-être aussi dans un couple, dans la relation, laisser le crédit de l'autre, laisser l'autre pouvoir s'exprimer. Ça s'applique à l'enfant, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Je crois que ces discours, on les entend aussi dans le monde des entreprises, de plus en plus. Chez Google, il y a le boulot, il y a le projet personnel de chacun. Voilà. Beaucoup de grandes nouveautés dans Google proviennent de projets personnels qui étaient genre en bonus, quoi. Je fais ça à côté de mon travail. Et ça a donné certaines parties très importantes de Google. C'est laisser l'indépendance, croire en l'autre, le laisser faire seul, parce qu'on adore faire seul. Quand on va faire quelque chose tout seul, on est très content. Et les enfants, ils sont contents. Un enfant de 2 ans, il fait un crabouille, il dit regarde mon dessin. Évidemment, c'est extraordinaire, parce que si on regarde vraiment, c'est extraordinaire. C'est même pas français, pas on dit bon, c'est un crabouille. Mais c'est extraordinaire. Et au fur et à mesure, il faut dire que c'est extraordinaire. Pas pour lui donner la pommade, parce que c'est extraordinaire. Et demain, il va nous surprendre par autre chose. Si on dit oui, mais t'aurais pu faire. Non, on lui a tout cassé. Il ne dessinera plus jamais. Donc faire seul et donner à l'autre ce qu'il a besoin. Et lui laisser son indépendance. Voilà. On voit ça dans la Torah, dans beaucoup de choses. Voilà, je voulais arrêter là. Pour peut-être, vous avez des questions Donc au début, tu avais posé la question de la contradiction entre le fait que naturellement, normalement, on devrait être tout le temps chercher à apprendre, parce que notre cerveau il tourne automatiquement. D'accord, il y a un exercice d'ailleurs, essayer de ne pas penser. On ne peut pas ne pas penser, on pense tout le temps. D'accord, bon, il y a un truc dans le yoga, mais enfin, normalement, on pense tout le temps. Voilà. Et comment ça se fait qu'en même temps, c'est tellement dur d'apprendre aux enfants, à l'école, partout, on n'a pas envie, donc apparemment, la réponse, c'est parce qu'on formate les enfants, on enlève cette indépendance, on leur impose des réponses, on ne leur laisse pas exprimer le différentiel, tu as dit, qu'il y a chez eux. Et donc, du coup, oui, effectivement, on n'a plus envie, quoi. On perd le goût. On perd le goût en avançant dans la société qui nous formate. C'est ça. Et finalement, ce qui manque, c'est la pédagogie. Et ce que je trouve, alors je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, ce que je trouve aujourd'hui, c'est l'enfant qui parle. Ce que je trouve, c'est que nos écoles juives, alors je ne casse pas les écoles juives, heureusement qu'on a nos écoles juives aujourd'hui, et on a des pionniers qui ont fait nos écoles juives, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, il faut continuer à améliorer
Et c'est ça que j'ai dit. Ce qui manque, c'est notre pédagogie juive. Elle est là, elle est marquée dans la Torah et on ne l'utilise pas. On utilise le grand programme que tout le monde adore, que c'est le programme. Non, on a une pédagogie. On devrait avoir des vrais pédagogues, on devrait former les pédagogues, et on devrait bien les payer, parce que c'est le métier le plus beau au monde. Et on doit le dire, on peut fabriquer des tzadikim, des gens extraordinaires, comme on peut fabriquer des monstres. Et on le voit. On voit des monstres qui attaquent aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est pas normal. Justement, on voit des terroristes, c'est des enfants qui étaient normaux, qui étaient mignons. D'ailleurs, parfois, ils sont très mignons, mais c'est des monstres. On les a rendus monstres. C'est leur éducation. On leur a dit. Ils ont, du matin au soir, on les a formatés. Donc, tout dépend de nous. Quel exemple nous donnons aux enfants? J'ai vu Klaus Barbie, c'était un tensionnaire. Il jouissait quand c'est horrible, il jouissait quand il tuait les gens. Il est comment on dit, torturé, il est torturé, il jouissait. Dans le film, on voit clairement résistance. C'est horrible. Alors, il faut connaître aussi un livre à lire, c'est Alice Miller, c'est une psychologue de Suisse. Elle a écrit un livre, Le drame de l'enfant doué. Et il faut lire son travail. Son travail, c'était d'analyser les plus grands méchants du monde. Hitler, extraordinaire, parce qu'on pouvait très bien retracer sa vie. On avait toute la famille qu'on pouvait interroger. Et quand on regarde, tous ces gens-là, Klaus Barbie, c'était bien. Ils étaient même véganes. Hitler était un vegan. Mais comment il est devenu comme ça? Par l'éducation, parce qu'ils avaient des pères. Klaus Barbie, il avait un père violent qui buvait, qui le frappait. Et donc, certainement, pendant sa jeunesse, il a reçu tellement sur la tête, ça va sortir après. Et c'est tout. Et Alice Miller, elle analyse ça, et c'est très dur à lire. Je n'ai pas lu tous ces livres, parce qu'il y a des livres, c'est trop dur. Et en Allemagne, malheureusement, les nazis, il y avait beaucoup, surtout en Allemagne, où beaucoup de choses étaient fermées, étaient cachées, mais l'éducation était mauvaise. Il faut savoir qu'on est tous un petit peu, on a tous des mauvaises éducations, non, mais pas des mauvaises éducations, mais il y a eu des violences, c'est chez certains, et là, ces gens-là, ils ont reçu par Hitler ou par les nazis, justement, ces gens-là, j'ai dit des bêtises, c'est-à-dire, mais il y a des personnes, après, quand on leur dit, oui, maintenant vous pouvez faire la guerre, ben, ils se sont lâchés. Et ceux qui ne se sont pas lâchés, parce qu'il y a eu des Allemands qui ont dit stop, ils ont sauvé les Juifs. C'est parce qu'eux, ils avaient une enfance normale. C'était des gens normaux. Les autres, ils ont reçu la violence de leurs parents. Et ça, c'est mathématique. Donc, les profs, les parents ont un rôle extrêmement précieux à jouer, d'être un bon exemple et de donner beaucoup d'amour. Et laisser l'enfant trouver la solution, de le laisser faire seul. Et ça, c'est une inspiration. Après, vous faites comme vous pensez justement. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est des directives. Et avec ces directives, justement, comme tout au début, vous aurez vos pensées divergentes. Faites avec. Donnez à l'autre l'indépendance. Donnez-lui sa stature, donnez-lui sa personnalité, laissez-le faire seul, et voilà, et donnez-lui, voilà. Et après, faites avec vous aussi. On ne peut pas lire dans un livre comment il faut faire. On s'inspire. Et on fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir